Il est autorité morale du parti politique Force pour le changement et fut candidat à la présidentielle de 2018 République démocratique du Congo. Chani est l'invité de ce journal. Nous allons nous entretenir avec lui depuis son bureau. Bonjour, Dr Noé Chani. Bonjour. Avant la publication du gouvernement, le Congolais attendu voir Dr Noël Chani occuper un poste ministériel. Vu vos multiples interventions pour Félix Tshisekedi, vous n'étiez pas déçu après la publication de ce gouvernement? D'abord, je voudrais vous remercier de l'opportunité de cette interview. Beaucoup de personnes m'ont appelé dans ce sens pour exprimer leur déception du fait que je ne faisais pas partie du gouvernement. Et je considère que la composition du gouvernement, c'est la prérogative reconnue donc au Premier ministre qui l'effectue en collaboration avec le chef de l'État. Si les deux ont estimé qu'il y avait des Congolais mieux qualifiés que Dr Noël Chani Mwadjavita pour les postes ministériels, nous devons respecter cette décision. Donc personnellement, je n'étais pas donc du tout déçu. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour être utile à son pays. On ne doit pas nécessairement faire partie du gouvernement. Un projet de 7 milliards de dollars sur le budget validé par le gouvernement, alors que pendant la campagne électorale, le chef de l'État nous parlait de plus de 80 milliards de dollars. Comment vous analysez cela? J'étais sincèrement surpris et déçu d'apprendre que le budget 2020 présenté par ce gouvernement ne s'élevait qu'à 7 milliards de dollars. Personnellement, pendant la campagne, comme vous le savez, j'avais proposé au peuple congolais un plan Marshall pour la reconstruction du pays, chiffré à 800 milliards de dollars sur 15 ans. Et on tablait sur un budget annuel pendant les 5 premières années, un budget annuel d'au moins 20 milliards de dollars. Mais je peux comprendre les difficultés lorsque on commence à travailler, à pouvoir mobiliser plus de revenus, plus de recettes publiques pour faire un budget plus conséquent. Mais je me serais attendu à ce qu'au moins qu'on ait un budget beaucoup plus élevé que 7 milliards de dollars que nous a proposé donc ce gouvernement. Et je voudrais encore une fois de plus inviter le Premier ministre, M. Ilunga Ilunkamba, son ministre chargé donc du budget, à pouvoir faire encore un peu plus d'efforts parce que je pense que 7 milliards de dollars, c'est tellement insuffisant que je ne vois pas comment qu'avec cela, on pourra mettre en œuvre les différents chantiers annoncés par le chef de l'État. Et Dr Noël Chani, pourquoi vous n'avez pas proposé au chef du gouvernement votre plan Marshall? Non, j'avais proposé plutôt mon plan Marshall au chef de l'État, que j'avais rencontré aussitôt après son élection et après son investiture. Je l'avais rencontré. Je lui ai présenté donc les livres qui contenaient le plan Marshall. Je lui ai offert ces livres-là en lui disant « Si vous pouvez utiliser ces idées au profit du peuple congolais, je serai très heureux. » Donc, il appartient au chef de l'État de déterminer les parties du plan qu'il estime sont appropriées à mettre en œuvre. Je vois que dans les publications ou bien dans les présentations qu'il fait ici et là, il y a certaines des idées du plan Marshall qui sortent de là. Tant mieux d'ailleurs, mais il lui appartient à lui d'avoir cette prérogative de choisir qu'est-ce qu'il considère comme étant important à mettre en œuvre. En ce qui me concerne, le plan que j'ai proposé pour le peuple congolais, pour le développement de la RDC, je continue à penser que c'est la meilleure vision de développement de la RDC que ce pays n'ait jamais connue. Et je continue à penser que tôt ou tard, on pourra mettre en œuvre ce plan Marshall. Et pouvez-vous expliquer au peuple congolais comment se conçoit un budget? Un budget, c'est un processus interactif entre les membres du gouvernement eux-mêmes, entre eux-mêmes, entre les membres du gouvernement et les services générateurs de recettes, mais également entre les membres du gouvernement et les services dépensiers. On fait en quelque sorte une collection de tout ce qu'on prévoit comme recettes publiques qui va entrer dans les caisses de l'État pendant toute l'année en cours, l'année budgétaire. Et on fait aussi la projection de tout ce qui sera engagé comme dépenses pendant cette période-là. C'est comme ça qu'on prépare donc un budget.
Là où je souhaiterais que le gouvernement fasse un peu plus d'efforts, c'est que le budget qu'on nous a présenté, donc de 7 milliards de dollars, ça un tout petit peu une sorte on marche sur les sentiers battus. Ce budget est même pire que les budgets de 2 gouvernements sous la dictature. Lorsque M. Matata et M. Muzito étaient Premier ministre, on avait eu un budget qui avoisinait déjà 9 milliards de dollars. Comment est-ce qu'après l'alternance démocratique intervenue au sommet de l'État, on se donne encore un budget qui est inférieur donc à cela? Moi, personnellement, je voudrais attirer l'attention du Premier ministre, mais également des membres du gouvernement sur 2 ou 3 éléments importants. Au-delà de ce qu'ils ont considéré comme état recette publique, je voudrais les inviter à regarder les dossiers qui avaient été préparés par M. Luzolo Bambi, alors, à l'époque, conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption et le détournement des fonds publics. Alors, M. Luzolo Bambi avait estimé que chaque année, la RDC perd entre 10 et 15 milliards de dollars sous forme de fraude fiscale, détournement des fonds publics. Il faut récupérer ce dossier-là, qu'on sache qui détournait cet argent-là. Il faut que le gouvernement fasse des efforts pour recouvrer une portion, sinon tous ces revenus qui étaient donc perdus. Si on arrive à le faire, entre 10 et 15 milliards de dollars, ajouté donc à 7 milliards de dollars, donc ils ont estimé, on peut bien tabler sur un budget, comme je l'avais prédit dans le cas du plan Marshall, d'au moins 20 milliards de dollars pendant chaque année de 5 premières années du mandat que nous avons donc aujourd'hui. Donc je voudrais vraiment inviter le chef du gouvernement et les membres du gouvernement à faire un peu plus d'efforts, montrer un peu plus d'imagination dans ce sens-là. Je les invite aussi à consulter les déclarations de l'ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, qui avait conduit une mission en République démocratique du Congo en 2013, une mission des experts africains. À l'issue de cette mission, ils avaient déclaré que chaque année, la RDC, on avait estimé à l'époque que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses de l'État. 85%. Ce que ça veut dire, c'est que le budget que nous avions donc jusque-là ne représentait que 15% de ce qui devait être. C'est l'occasion maintenant de faire des efforts pour recouvrer ces revenus perdus, soit à travers le travail que M. Luzolo Bambi avait fait, soit à travers le travail que M. Thabo Mbeki avait fait pour que nous puissions augmenter le budget considérablement. Je voudrais encore une fois de plus attirer l'attention du peuple congolais sur le fait que nous n'allons augmenter le budget de l'État que si nous sommes sérieux en tant que pays pour lutter efficacement contre la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, les rétrocommissions. Si nous arrivons à faire ces choses-là et à montrer que nous sommes sérieux, tout le monde va être mis au garde-à-vous et ceux qui transgressent la loi, il faut les traduire devant la justice, il faut les mettre au cachot et il faudrait les punir de façon exemplaire. Ce n'est qu'en faisant ces choses-là, pas en étant copain avec des criminels, mais ce n'est qu'en faisant donc ces choses-là que je pense que le Congo pourra mobiliser un budget conséquent à la hauteur des ambitions de développement du pays. Docteur Noé Tchani, comment se passent tes relations actuellement avec le président de la République, Félix Tshisekedi? J'ai toujours entretenu des relations excellentes avec la famille Tshisekedi, non seulement avec le président Félix Tshisekedi aujourd'hui, mais avec son père. Je vous rappelle que j'étais l'une des personnes, j'étais la personne d'ailleurs, qui avait amené la lettre des 13 parlementaires en Europe. Ça intervenait juste au moment où je sortais pour aller étudier, donc le président Tshisekedi à l'époque m'avait remis cette lettre, lui et Ngalula Mpandajila, et j'avais publié la lettre aussitôt que je suis arrivé en Europe, au moment où il venait d'être arrêté ici. Depuis ce temps, j'ai toujours maintenu d'excellentes relations avec la famille Tshisekedi, le président lui-même, Maman Marthe et tout le monde, tous les enfants, y inclut donc Félix-Antoine Tshisekedi. Je voudrais d'ailleurs vous présenter donc une lettre, la dernière lettre signée par le président Étienne Tshisekedi, où il m'a envoyé en mission officielle au nom de son parti, l'UDPS, en mission avec qui? Avec Félix-Antoine Tshisekedi et aussi avec Kanko Kalala, qui était le représentant de l'UDPS à Washington, où j'ai travaillé donc au niveau de la Banque mondiale. Cette lettre montre clairement que j'entretiens des relations excellentes, non pas simplement avec le père, mais également avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, à qui je souhaite bonne chance dans la mission qu'il a aujourd'hui de conduire les destinées de la République démocratique du Congo. Docteur Noël Tchani, aujourd'hui nous avons vu le président de la République, Félix Tshisekedi, effectuer quelques voyages à l'extérieur du pays. La question est de savoir, est-ce que ce voyage
bénéfique pour le peuple congolais? Vous savez, nous connaissons tous les conditions dans lesquelles le président Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé au sommet de l'État congolais. Il y avait beaucoup de questions, de contestations qui venaient de certains candidats malheureux. J'étais l'une des rares personnes, l'un des rares candidats à avoir accepté la défaite parce que j'estimais que dans une démocratie, il faut, quand on n'est pas proclamé vainqueur, quels que soient les arguments qu'on a, il faut arriver à reconnaître les résultats proclamés par les institutions et surtout confirmés par la Cour constitutionnelle. Donc moi, je l'avais fait, mais il y a d'autres qui avaient continué à protester. Alors c'était important que le président puisse asseoir la reconnaissance de sa présidence, non pas simplement au niveau africain, mais également au niveau international. Donc je vois beaucoup plus les voyages du président à l'extérieur. Dans ce cadre-là, il a été à l'Union africaine, il a été en Europe, il a été aux États-Unis, il a été aux Nations unies. J'estime qu'aujourd'hui, la question de la reconnaissance a été résolue, se trouve derrière nous. Mais maintenant, il est important que le chef de l'État puisse rester à domicile, qu'il puisse se concentrer donc sur la conception des politiques, qu'il puisse travailler avec son gouvernement, qu'il puisse mobiliser le peuple congolais pour que nous puissions répondre aux défis de développement que rencontre notre pays. Nous avons tellement de défis dans tous les domaines que je pense qu'après le temps qu'il a passé donc à voyager, s'il passait beaucoup plus de temps maintenant à l'intérieur du pays, c'est quelque chose donc de très appréciable et je pense qu'il va ajouter beaucoup de valeur dans la vie économique et sociale donc, de la République démocratique du Congo. Avez-vous une préoccupation qui n'a pas été évoquée, que vous aimeriez parler? Je voudrais encore une fois de plus dire au peuple congolais que nous devons tous nous mobiliser pour développer la RDC. Le développement de ce pays ne viendra pas parce qu'on est allé trouver un pays étranger ou bien une organisation internationale pour venir faire le travail que nous, on n'a pas pu faire au niveau du pays. Nous devons nous mobiliser pour travailler avec les institutions établies, avec les autorités en place, afin que nous puissions développer la RDC au profit de tous. Et dans ce cadre-là, je continue à penser que le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, c'est cette vision de développement que le peuple congolais a intérêt à connaître. Il ne faut pas penser que les élections sont terminées et que nous devons donc simplement ignorer tout ce que nous avons présenté au peuple congolais. Ce plan, je l'ai conçu après plusieurs années d'expérience professionnelle, après avoir travaillé sur 85 pays différents. C'est un plan qui est cohérent, qui est chiffré, qui est chronométré. Si nous arrivons à le mettre en œuvre, nous allons développer le Congo qui va sortir du statut des pays sous-développés pour devenir pays émergent en l'espace de 15 ans. Et nous allons surtout, nous allons construire donc les routes, les autoroutes, les infrastructures de base, donner de l'eau, de l'électricité, des services de télécommunications à toute la population congolaise. Nous allons mettre en place un mécanisme de financement de notre système éducatif de façon telle que tous les enfants congolais aient accès à l'éducation, non pas simplement au niveau du primaire, du secondaire, au niveau donc des études universitaires. Et nous allons mettre en place aussi un système de santé qui permette aux Congolais de vivre le plus longtemps possible et de vivre mieux pour que l'espérance de vie à la naissance passe de 49 ans aujourd'hui à au moins 83 ans, comme cela se passe donc au niveau donc des pays occidentaux. Donc j'invite encore le peuple congolais à ne pas oublier le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement que je vous présente, qui ne va pas être périmée bientôt, c'est une vision de développement qui va être avec nous pendant les 15-20 prochaines années, jusqu'à ce que nous puissions mettre en œuvre toutes les idées contenues dans ce plan pour développer la RDC au profit de tous. Encore une fois de plus, merci de m'avoir invité ici et de m'adresser au peuple congolais. Merci pour votre disponibilité. Merci. C'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.